Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Inmedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Brigitte Moriot. Brigitte, bonjour. Bonjour Laurent. Très heureux de... Alors, vous accueillir. On peut dire tu. On continue sur le tutoiement. Brigitte, alors tu es de la région parisienne. Tu habites à Courbevoie. J'habite à la région parisienne, parce que je ne suis pas parisienne. Voilà, merci de le préciser. Alors, c'est super intéressant parce que tu sors du cadre. J'aime bien comment tu commences. Ben oui, parce que déjà, alors on s'était eu par téléphone. C'est assez atypique te concernant parce que je peux donner déjà aux internautes ton site internet, mais ils vont pas trouver grand-chose. On expliquera pourquoi. www.psystem.com que j'appelle la lettre P, le 6, le chiffre. Tout à fait. THEMES.com. P6tem, sans l'accent bien évidemment, .com. Tu es coach en neurosciences appliquées, tu es responsable de ressources humaines, tu es à la base archéologue et préhistorienne, pour dire un peu d'où on est parti. Oui. Tu proposes régulièrement des voyages initiatiques en Algarve, au Portugal. Tu travailles aussi en collaboration avec le docteur Jean-Philippe Marcoux, oui. Qui est aussi chiropracteur. Tu proposes aussi l'énéagramme et P-System, c'est aussi une pratique, j'allais dire une thématique bien spécifique, une technique que tu as mis au point, mais on va y revenir. Bon, tout ça pour dire que on pourrait avoir, pour ceux et celles qui nous écoutent, beaucoup de projections, oui. d'idées reçues sur le fait que un coach, ça aurait tendance dans le milieu du développement personnel à être mal aspecté. Pourquoi ? Parce que le coach s'adresse généralement au milieu des entreprises, voire alors PME, petite PME, voire PMI, grosses industries, en travaillant avec les CE, etc. Puis en même temps ressources humaines. Donc on aurait tendance à avoir comme projection le fait que tu viennes du milieu de l'entreprise et que l'entreprise, dans notre système capitaliste libéral, il sert à vendre du chiffre et que si on comprend l'humain, c'est d'un point de vue de l'ingénierie sociale pour vendre le mieux et faire en sorte que l'individu soit le plus performant dans ce qu'il peut offrir dans la vente du produit, quel qu'il soit. Donc, parler de coaching dans le développement personnel, ça peut faire, entre guillemets, tâche pour bon nombre de gens, de ce que je peux en entendre sur la toile d'une manière générale. Donc on va voir que tu sors totalement du cadre, et d'autant plus, chers internautes, que comme tous les thérapeutes que je reçois à la maison, on mange un bout ensemble, on fait connaissance. Et je peux vous assurer que Brigitte, c'est un sacré phénomène. J'aurais tendance à dire, voilà, c'est une sœur que j'ai à la maison. Alors déjà, les gens qui te regardent là peuvent voir déjà ton visage et voir ce que tu rayonnes, ce que tu dégages. Mais au-delà de ça, tu es un petit bout de femme, plus qu'étonnant, j'allais dire totalement connecté et bien plus encore. Voilà, pour ça c'était pour poser un peu la base et dire ce que je ressens. Et sur peut-être une invitation pour ceux et celles qui ont ces fameux jugements ou a priori, de mettre les choses dans les cases, hein, c'est ce que notre mental a besoin, et de sortir de ça et de franchement écouter la suite. Vous ne devriez pas être déçus, même si je vais en apprendre autant que vous à l'écoute de Brigitte. Alors, déjà, t'es quelqu'un qui a un site, mais sur le site, il n'y a rien. Voilà. Alors, P-System, parce que c'est cette pratique, cette technique dont tu vas nous parler, finalement, ton travail de thérapeute en dehors de l'aspect entreprise et puis de celle de RH, coach en entreprise, etc., enfin, qui sont deux choses bien spécifiques. Avant de parler de tous ces différents sujets et thèmes, en tout cas pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, d'écouter déjà une part l'émission et deuxièmement de pouvoir te contacter soit via ton email, à savoir brigitte.moriau, que je vous appelle Moriau, MORIAU, @yahoo.fr, ou alors le numéro de téléphone
tout ça, tous les compléments d'information, vous les retrouvez encore une fois sur la page d'Immédiat consacrée à cette émission. Et pour ceux qui tombent sur cette émission sur YouTube, n'hésitez pas dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez, vous avez le lien qui ramène sur le site d'Immédiat et vous avez toutes les informations pour pouvoir contacter Brigitte, voire lui poser des questions. N'hésitez pas à la contacter, vous ne serez pas déçus. Je dis ça alors que je te connais juste au niveau de l'être, sans connaître les détails de la technicienne, on va dire. Alors, par quoi commencer? Écoute, tu es d'origine de Savoie, en même temps normande. Oui, voilà, je suis née en Haute-Savoie, mais mes parents sont normands, tout à fait. Passer de la mer à la montagne, c'est pas rien. En tout cas, ce qui serait intéressant peut-être de prime abord, c'est de nous parler un petit peu des valeurs qui ont été transmises par tes parents, ou peut-être la société, la communauté de la Savoie, ou la région dans laquelle tu as grandi, pour nous dire un petit peu ce qui t'a bercé en tant qu'enfant, voire adolescente, ce à quoi tu rêvais, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui était important pour toi ou ne l'était pas. Effectivement, je suis née en Haute-Savoie. Mes parents sont arrivés en Haute-Savoie parce que en Normandie il n'y avait pas de travail et la Haute-Savoie était économiquement très développée dans les années 60 et donc ils ont trouvé du travail facilement en venant habiter là-bas et ma sœur et moi nous sommes nés en Haute-Savoie. Alors derrière tout ça, par rapport à tout mon parcours, aujourd'hui je comprends pourquoi, parce que dans le champ des mémoires, comme j'aime appeler ça comme ça, dans le multidimensionnel, il fallait que je naisse là-bas, parce qu'il y a quelque chose qui se racontait et qui faisait écho à des mémoires que je porte. Et la Haute-Savoie a été, j'y suis restée une vingtaine d'années, j'ai grandi là-bas, j'ai passé mon bac là-bas, et une enfance joyeuse, on va dire, avec des parents qui m'ont porté sur des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de travail. Je sais que tu es sensible au langage des oiseaux. On habitait avenue des Bouleaux, donc pour dire que le travail est une notion et quelque chose de très important dans la famille. Il faut travailler. Dans tout ce que tu as présenté, effectivement, aujourd'hui, je peux avoir multi-casquettes, on peut dire. Alors, si on voulait encore m'enfermer dans une nouvelle case, parce que les gens aiment bien ça, on pourrait dire que je suis slasheuse. Et quelque part, c'est comme ça que je préfère me définir dans tout ce que tu... Parce que ni thérapeute, ni coach, ni complètement RH dans l'entreprise. Mais dans ce terme de slasheuse, j'enchaîne des activités qui ont tout un dénominateur commun. Il y a une cohérence et qui fait... comme ce que j'ai pu te dire, qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout la notion, moi, le sentiment en tout cas de travailler. Cette notion de travail... Enfin, bon, t'es quand même une bourreau de travail, enfin, j'ai écouté, oui, genre, les week-ends... mais parce que tu mets ce mot-là dans quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, fait partie de ma vie, est une cohérence. Quand on va au cinéma ou qu'on fait des activités, et c'est pas du travail. Ben moi, c'est comme ça que je déploie un petit peu ce que je fais aussi au quotidien. C'est-à-dire, il y a un dénominateur commun, et c'est ce dénominateur commun, cette ligne directrice que je ne perds jamais de vue. Pourquoi je fais les choses, pourquoi j'ai envie de les faire, et vers quoi je tends, on va dire. Voilà. Et c'est pour ça que je sors du concept de travail. Et oui, le tripalium, l'outil de torture, t'es pas là-dedans. On va dire que tu serais plutôt dans la maîtrise de ton œuvre, car c'est une œuvre que tu es en train de tisser sur justement oui, c'est une œuvre d'art, d'une certaine manière. Ça rejoint. Tu parlais tout à l'heure des valeurs. La valeur d'intégrité, d'essayer d'être la plus cohérente possible, résiliente. Tout ça, c'est des mots qui me parlent beaucoup pour donner une cohérence à la dynamique qu'est la mienne et ce que j'essaye de proposer, d'offrir. C'est pas je suis ceci, cela, etc. Je m'extrais de ça. C'est d'essayer d'incarner au mieux les valeurs qui me portent et qui effectivement sont issues pour beaucoup des valeurs qui m'ont été inculquées, auxquelles moi j'ai rajouté ce qui m'est propre dans ce que j'ai envie de proposer. Et le fait d'être en Haute-Savoie,
m'a aussi beaucoup apporté sur ce que l'environnement m'a apporté. Et l'environnement, c'est la nature, c'est la montagne. C'est tellement fort d'enseignement. Je regardais ces montagnes quand j'avais 12-13 ans, bien sûr, comme tous les enfants, on sortait, on faisait des sorties en montagne pour finir l'année scolaire, etc. On vivait ça, c'était sympa, mais c'était souvent des tortures parce que fallait monter là-haut, fallait marcher pendant des heures, etc., etc. Mais après, je regardais ces montagnes en me disant, mais j'ai envie d'aller sur tous ces sommets. J'ai envie de voir au-dessus, j'ai envie. Et quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à beaucoup marcher. Voilà, j'ai marché en montagne. J'ai pas fait jamais de haute montagne, c'est pas ce qui m'attirait. Mais j'ai fait ce qu'on appelle de la moyenne montagne. Et j'étais quasiment 2 à 3 jours par semaine sur les chemins, les sentiers. Et ça a été une manière aussi de connecter à soi, d'être dans cette forme de méditation active. Ouais, c'est ça. Et en même temps, travailler d'autres valeurs qui sont la persévérance, l'endurance, malgré le froid, la neige. Voilà. Moi, je guettais, à l'époque, on n'avait pas les portables et tout ça. Dès que j'ai eu 18 ans, ma petite voiture, je regardais le temps qu'il faisait, je voyais qu'il faisait pas beau, hop, je mettais les skis de fond dans la voiture. Et j'allais me faire 15 km dans une purée de poids. Là, j'étais seule au monde et j'adorais ça, quoi. Voilà. Lorsque on aborde le côté, on va dire, parce que tu parles de morale, de mœurs, de travail, d'intégrité, d'honnêteté, j'entends. Qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue de la spiritualité ? Tu parles de l'omniprésence de la nature et cette connexion à cette nature qui t'a bercé pendant tout ce temps où tu y es resté. Quand j'entends spiritualité, j'entends par là, est-ce que tes parents étaient d'obédience catholique ? Est-ce qu'ils pratiquaient ? Est-ce qu'ils étaient agnostiques ? Croyaient spécialement en rien ? Mais bon, ils t'ont laissé choisir. Si toi-même, tu avais peut-être une attirance spécifique vers une déité particulière ou une croyance particulière ? Alors, mes parents, effectivement, étaient catholiques. Donc j'ai bercé dans cette mouvance-là, pratiquant, donc on allait à la messe le dimanche. Et quand j'ai été à l'adolescence, 13-14 ans, j'ai remis tout ça en cause. Pour moi, ça n'avait pas de sens, je ne comprenais pas ce rabâchage en permanence de choses, et puis je ne voyais pas la cohérence, comment concrètement ça se manifestait dans la vie. Et puis, donc l'enfance a été sympa, mais par contre l'adolescence a été épouvantable. Mais épouvantable. Ça a été un moment que je ne voudrais pas revivre de ma vie, comme pour beaucoup, hein, je ne suis pas la seule à vivre ça. Mais ça a été, pour moi, là il n'y avait plus de connexion à rien. C'était plus de sens. La seule chose que je commençais à reconnecter, c'est par le biais des marches en montagne. C'était la connexion à la nature qui me mettait en lien avec quelque chose de plus grand. Mais sinon, moi, je descendais. Je suis descendue très très bas à ce moment-là. J'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Et oui, c'était très sombre, très très sombre. Par rapport à cette étape-là, je ne sais pas comment on va aborder l'interview parce que c'est sans filet, oui. Mais s'il te plaît, mentionne-nous le moment ou les moments clés qui te permettent justement de passer de ce tréfonds à là où tu en es aujourd'hui. Il y a peut-être des rencontres ou des ouvrages ou des événements qui ont été spécifiques, qui seraient importants pour moi en tout cas de pouvoir mettre en perspective. Alors je me rappelle très très bien le jour où c'était en cours, j'étais à l'école, il y a eu une bascule, mais là j'ai basculé dans quelque chose de très sombre. Voilà. Je me rappelle très bien le jour, je me rappelle du temps qu'il faisait, j'ai senti que je basculais dans quelque chose de très sombre. Il fallait que j'explore quelque chose de très sombre, c'était comme ça. Et puis là-dedans, il y a eu... ce qui m'a tenu, c'était la notion de travail quelque part, parce que j'étais une bonne élève à l'école. Je ne comprenais pas un peu tout ça, parce que je ne voyais pas l'intérêt dans le concret de ce qu'on apprenait. Mais en même temps, ça me plaisait. Moi, j'aimais apprendre. J'ai toujours aimé apprendre
Donc, ce que je pouvais apprendre, je prenais tout ce qui était bon. Donc, je travaillais je travaillais énormément. J'étais une très très bonne élève, si on veut, comme dans la classification, si vous voulez, si tu veux. Et à 13 ans, on m'a demandé ce que je voulais faire. Tu sais, il y avait des conseillères d'orientation à l'époque. Ça, ouais. On n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, etc. Bon. Et moi, j'avais qu'un mot qui me venait. Je ne pouvais pas dire ce que je voulais faire. Mais il y avait un seul mot qui était là, c'était « moi, je veux faire de l'accompagnement ». Bon. Mais accompagnement, à l'époque, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors, elle est allée chercher dans ses livres, parce qu'à l'époque, c'était tout référencé, c'était complètement référencé avec des ouvrages. Ouais, des classeurs, etc. Donc, elle a été recherchée là-dedans. Et puis, elle revient, puis elle me dit j'ai trouvé une chose. C'est accompagnatrice de voyage. Je dis il n'y a que ça. Elle me dit oui, il n'y a que ça. Moi, j'ai rien trouvé d'autre. Et bien donc, si c'est ça, allons ça. Donc, j'avais 13 ans. C'était le début de... Donc, avec la force de travail, j'allais dans cet axe qui m'appelait, c'est-à-dire accompagnatrice. Je voulais accompagner. Enfin, si c'était ça, voilà. Donc, on voulait m'orienter vers une filière maths, etc., parce que j'étais une bonne élève. Donc, je dis non, moi, je veux être accompagnatrice, et pour ça, il faut faire littéraire. Donc, j'irai faire du littéraire. Donc, j'ai été orientée, parce que c'était mon choix, même si c'était pas le choix des profs à l'époque. Mais moi, je veux être accompagnatrice. Il y a que ça qui me tenait quelque part. J'avais un but qui était d'arriver là, à peu près, même si ça correspondait pas complètement à ce que mais je pouvais pas mettre 2 mots dessus, je ne savais pas, parce que j'étais trop préoccupée par mon mal-être, j'étais trop centrée sur moi pour pouvoir essayer d'y voir un peu clair là-dedans. Mais ça m'a donné le fil conducteur pour pouvoir continuer et travailler à l'école, quoi. Voilà. Alors, j'aimerais saisir, parce que quand tout à l'heure j'ai donné les différents descriptifs des casquettes, oui. Il y en a deux principales en tout cas, qui pourraient paraître opposées au regard de ce que tu viens de nous dire. Coach en neurosciences appliquées. Alors, on peut voir peut-être à travers le terme neurosciences appliquer un minimum de compréhension en biochimie peut-être, ou de comment fonctionne le cerveau. Quand on parle de neurosciences, c'est les différents mécanismes, les différentes zones du cerveau, comment tout ça fonctionne, est relié, les zones du langage, cerveau droit, cerveau gauche, etc. Alors coach, où il vient se placer sur le dessus pour chapeauter le reste. Première réflexion que je me ferais comme ça. Et puis la deuxième, c'est archéologue et préhistorienne. Et là, j'avais bien précisé à la base. Donc, entre ces deux... alors, ne serait-ce que déjà archéologue et historienne, est-ce que c'est toujours en lien avec l'accompagnement que tu proposes? Et comment tu as pu retrouver dans ces casquettes de archéologue et historienne la notion d'accompagnement? Et puis de l'autre, je crois savoir que pour aborder les neurosciences, ça dure longtemps, c'est des fois fastidieux, et faut avoir un sacré niveau pour pouvoir œuvrer à faire des études dans ce domaine-là. Donc, entre archéologue, historienne et neurosciences, avec de l'autre côté cette envie de la jeune adolescente que tu es, qui dit « moi, je vais être accompagnatrice », on a 3 pôles qui pourraient paraître dissociés. Alors, si tu peux nous donner les liens qui mènent de l'un à l'autre, je serais ravi, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Alors, je continue sur cette idée d'être accompagnatrice. Effectivement, arrivée au bac, j'ai mon bac pas forcément facilement, du tout, même si j'étais une très très bonne élève. Mais je suis contre ce système tel qu'il est pratiqué dans l'enseignement classique. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur un enseignement continu. Donc, passer un examen un jour T, ça ne me va pas du tout. Et j'ai failli rater le bac, quoi. Bon. Mais peu importe. Après, j'ai continué. Et donc, accompagnatrice de voyage, ça m'a orientée dans le tourisme. Donc, je me suis formée au tourisme. Okay, je suis rentrée dans une école qui était une école très disciplinée. Alors, ça ne m'allait pas du tout non plus, à Strasbourg, pour faire un BTS de tourisme, puisque c'était ça. Sauf que quand je suis arrivée là, j'ai réussi le concours, parce que je ne voulais pas du tout que mes parents me payent des études. Donc, il fallait que je passe des concours pour entrer dans une école publique. Donc, j'ai passé les concours et j'ai réussi le concours
pour entrer à Strasbourg, qui est une école d'hôtellerie réputée. Et je suis donc intégrée à cette école. Et on me demande pourquoi je suis là. Je leur dis, moi je veux être accompagnatrice. Ils me disent, mais vous n'avez pas besoin d'être là pour faire ça. Je dis, mince, on me dit ça depuis que j'ai 13 ans, comment ça... non, vous pouvez, c'était dans les années 80, c'est pour ça, il faut aller taper aux portes des Théo, et puis vous devenez accompagnatrice de voyage. Qu'est-ce que t'appelles Théo ? Les tours opérateurs. Merci. Donc, vous tapez aux portes des tours opérateurs ou des agences de voyage et vous devenez accompagnatrice. Si je suis là, je vais rester là, puis on verra bien, ça va peut-être je vais peut-être apprendre des choses, puisque j'adore apprendre. Tant que je suis là, je vais continuer mes études, parce qu'il faut quand même un minimum, visiblement, pour fonctionner dans le système. Donc, je suis restée. Ça ne m'a pas plu du tout. J'ai continué à être pas bien parce que c'était tout ce que j'apprenais, mais c'était pour moi, ça n'avait ni queue ni tête, j'ai trouvé pas de sens dans tout ça. Les seuls cours qui m'ont beaucoup apporté, c'était les cours d'histoire de l'art. Où là, j'ai découvert matière à me nourrir, m'épanouir, etc., etc. Sauf qu'à l'issue du BTS, j'ai raté mon BTS, parce que je ne rentre pas dans ces cases-là, dans ce truc-là, et ça ne va pas. Ils m'ont fait revenir alors que j'étais quasiment major de ma promotion pour 1 point. Donc je leur ai dit, non, je ne reviendrai pas pour 1 point, tant pis. Vous ne voulez pas me le donner, je ne reviendrai pas. Parce que de toute façon, tout ce que j'ai appris, ça ne me convenait pas. Donc, je n'ai pas eu mon BTS, et donc il a fallu que je reparte à zéro quelque part. Mmh. D'accord ? Et puis accompagnatrice de voyage, moi c'était pas tellement, c'était pas ça, aider les personnes à monter dans le bus ou pas le bus, c'était pas ça du tout ce que je voulais faire quelque part, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Bon. Et quand s'est posée la question, donc là j'ai claqué la porte de chez mes parents, parce que mon père fallait absolument travailler, moi j'avais juste besoin d'un peu de temps pour savoir me retrouver, etc., etc. Donc je suis venue à Paris. J'avais un petit copain à l'époque, et grâce à ses parents qui travaillaient au CNRS, qui m'ont poussé à reprendre des études, j'ai dit, ok, je vais reprendre, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je me dis, la seule chose qui m'a plu, c'était l'histoire de l'art. Donc je me suis inscrite en histoire de l'art et archéologie. Et j'ai découvert l'archéologie. Et là, je me suis passionnée pour ça. Mais complètement. Donc j'ai continué là-dedans. Et l'archéologie m'a permis de réparer quelque chose. Alors c'est quelque chose d'un petit peu bizarre, mais j'ai compris après, parce que j'ai fait un accompagnement thérapeutique pour moi-même, j'ai suivi une thérapie, et j'ai découvert effectivement que c'était un moyen pour moi de réparer quelque chose que j'avais vécu quand j'étais chez mes parents, parce que mes parents avaient un pavillon, et ils avaient un jardin. Et pour faire le jardin, il fallait faire venir de la terre. Donc ils ont fait venir de la terre. Sauf que cette terre, visiblement, c'était la terre de l'ancien cimetière. C'était un truc absolument incroyable. Et je me rappelle, avec ma sœur, on passait notre temps, c'est une façon de parler, parce que c'était quand même pas tous les jours. Mais on ramenait au presbytère des sacs dans lesquels on était obligé de mettre les ossements qui, quand il y avait les bêchages et le travail de la terre pour faire pousser les légumes, il y avait les ossements qui remontaient, quelque part. Donc, j'ai compris que pour moi, l'archéologie, c'était une manière de réparer ça. C'était une manière de remettre les ossements à l'endroit où ils étaient, à la bonne place. Oui. D'accord ? Mais en même temps, en découvrant l'archéologie, j'ai découvert une passion qui est le développement de l'humain. C'est comment il se développe, comment on évolue, comment on est parti de ça, et puis me poser des questions. Okay. Parce que aujourd'hui, tu pourrais me poser la question de savoir pourquoi tu n'es pas archéologue aujourd'hui. Toujours pareil, parce que c'était passionnant ce que j'apprenais. Là, j'ai trouvé matière vraiment à me nourrir complètement, mais en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas travailler là-dedans, parce que si je deviens archéologue, on va me demander d'être dans les rails. Si je veux des fonds, parce que je vais devenir archéologue, il va falloir que je dise des choses ou que j'aille dans le sens. Et déjà à cette époque, j'avais l'intuition que ce qu'on me disait, il manquait des bouts. C'était pas tout à fait ça. C'était passionnant tout ça, mais je me disais, je suis sûre qu'on va faire des découvertes qui vont nous emmener plus loin, qui vont nous permettre d'ouvrir d'autres portes. Mais quand ça ?
peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, et pendant ce temps-là, je resterai avec mes intuitions, et puis, ok, je participerai peut-être à l'évolution de tout ça, mais ça va être long. Alors, ce que je trouve génial, déjà dans un premier temps, c'est cette notion de fouille, ou d'aller chercher dans le passé, voir, parce que le côté historienne, c'est pour savoir où on va, et c'est toi la notion de quête de sens, et de dire accompagner, mais accompagner quoi? Déjà, pour s'accompagner déjà soi, important de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Oui. Sauf que là, tu le fais à une échelle beaucoup plus vaste, qui est celle de l'humanité, ou de l'humain au sens large. Et de surcroît, on retrouve dans la notion d'archéologue exactement ce qui s'est passé avec la terre du cimetière, avec tes parents, à savoir de mettre les mains en profondeur, de fouiller et de faire ressortir symboliquement tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient qui va se retrouver un peu plus loin. Donc déjà, c'est omniprésent. Et si je mets le doigt dessus, c'est pour mettre en perspective pour ceux et celles qui nous écoutent que même si on cherche, à travers les recherches qu'on effectue, on a déjà les outils, les éléments qui dessinent notre voie sans qu'on le sache. C'est ça. Parce que quelque part, il y a une question que je pose aux personnes qui viennent me voir des fois. Pourquoi vous faites les choses ? On croit qu'on apporte une réponse, mais cette réponse, qui c'est qui l'apporte ? Et pourquoi on apporte cette réponse ? Parce que les choix que l'on fait, est-ce que c'est réellement les choix que l'on fait, nous ? Qui les fait, ces choix ? Parce que le choix, il est peut-être conditionné par l'histoire de nos ancêtres, de notre grand-père, notre grand-mère, etc. Et on croit qu'on fait le choix à partir de ce qu'on veut, mais on ne fait pas le choix à partir de ce qu'on veut. On ne fait que répéter des histoires mémoires, on fait qu'inlassablement répondre à des loyautés invisibles. Et on croit qu'on est maître de quelque chose, on croit qu'on est souverain, mais on est souverain de rien du tout. D'accord ? Et pour faire le lien avec, après, neurosciences, etc., je reviens à l'adolescence. Il y a un événement, effectivement, qui peut être marquant, anodin comme ça, mais qui avait son importance. C'est après coup, c'est souvent comme ça, c'est après coup qu'on comprend pourquoi on est passé par là, où on a vécu ça, etc. C'était pareil, j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. On fait un voyage d'études, c'est-à-dire on part, on prend le bus, et on va à Genève, puisque c'était en Haute-Savoie, Genève étant pas très très loin. Et on va visiter, à l'époque, ça existe toujours, c'était le CERN. D'accord ? Donc moi je me retrouve là avec mes petits camarades à regarder ce machin qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, ce grand canon à particules là. Donc il nous explique plein de choses, c'est un petit peu incompréhensible pour nous. Et moi j'ai une intuition à ce moment-là. Je me dis, là, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment on fait exploser ces choses là-dedans, comment on arrive à dégager de l'énergie avec tout ça, on ne comprend pas trop tout ça. Mais je me dis, mais là-dedans, il y a des réponses à mes questions. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition-là. Maintenant, avec le recul, je sais que par le biais de la physique quantique, puisque là, on touche la physique des particules, etc., qu'effectivement, on peut y trouver des bribes de réponses aux grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, voilà, c'était déjà en germe, mais tout ça, c'était en germe. C'était posé là, comme ça, puis ça allait se déployer gentiment. Et les neurosciences, effectivement, je ne suis pas une spécialiste des neurosciences, je suis coach en neurosciences appliquées, effectivement formée par quelqu'un qui s'appelle David Lefrançois, qui a un doctorat en neurosciences, qui est un spécialiste en neurosciences, et qui nous apporte la matière suffisante pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Mais on peut pas, je ne peux pas me prétendre spécialiste en neurosciences, mais des aspects de la neuroscience qu'on va pouvoir appliquer au quotidien, dans sa vie, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer à un niveau supérieur, pour pouvoir faire que dans ces différents domaines de vie, on puisse trouver des chemins pour aller mieux, pour progresser, pour évoluer et pour se développer, pour s'épanouir. Voilà. Donc alors, c'est en ce sens où ça fait un... Alors tu vois, la définition que tu donnes de coach en neurosciences appliquées, je ne savais pas que ça existait. Parce que quand tu nous décris ce que veut dire coach en neurosciences appliquées, moi ce que j'entends derrière, c'est alors je sais pas, psychologue, psychiatre, psychanalyste, c'est ça que j'entends. Oui. Donc comment est-ce qu'on en est venu à donner cette catégorie
à travers ces 3 termes, coach en neurosciences appliquées, d'où ça vient et quelle distinction tu pourrais nous donner par rapport aux différents qualificatifs que je viens de donner? La base, c'est du coaching, c'est coach. C'est des pratiques de coach, avec la posture de coach, avec des techniques de coaching, okay, mais dans laquelle on va pouvoir utiliser des aspects issus des neurosciences. D'accord ? Mais effectivement, c'est pas sur des aspects de psychiatre, psychiatrie, neuropsychiatrie, etc., ce qui sont des notions très complexes, où il faut faire des études très très longue. C'est pas, voilà. Mais le sens appliqué, ça ramène au concret. Et comme tu le disais tout à l'heure, dans l'histoire de la fouille, de par mon profil, si tu veux, j'ai dû me développer et j'ai dû faire tout ce chemin-là parce que, effectivement, pour ramener tout ça, pour me développer moi au concret, pour revenir au concret, accepter le concret, travailler structurer les choses. Aujourd'hui, au départ, je n'avais pas du tout cette capacité à structurer les choses, par exemple. Je l'ai développée avec le temps et aujourd'hui, je peux dire que j'y trouve du plaisir à structurer les choses. Le cerveau évolue. Cette notion d'évolution, la plasticité cérébrale, toutes ces notions-là, c'est du concret. C'est pas des mots en l'air. C'est pas des concepts. On peut vraiment le travailler au quotidien. Donc là, le coaching en neurosciences appliquées permet de développer ces aspects-là sur des aspects concrets. Ça devient concret. C'est concret au quotidien, de pouvoir mettre en application des choses pour que ça se matérialise, quoi. Ça reste pas à des niveaux comme ça, intellectuels ou philosophiques. Il y a plusieurs questions. Comment t'en es venu justement à faire des études de coach en neurosciences appliquées, dans cette notion d'accompagnement dont tu nous parlais, qui est ton fil d'Ariane? Comment t'en as entendu parler? Parce que t'aimes bien les choses concrètes et là on a bien compris que tu y trouvais pour le coup quelque chose de très pragmatique. Oui. Qui répondait chez toi à un besoin que peut-être tu n'aurais pas trouvé à travers des études de psychologie, psychiatrie, psychanalyse. Bon, comme tu l'as spécifié, être psychanalyste ou psychiatre, c'est pas la même durée d'études que d'être psychologue. Oui. Et c'est pas la même. Là, pour le coup, ça reste pas mal de concepts. Alors, Freud, Jung, Lacan, etc. Enfin bref, tous ceux qui ont abordé la chose, mais qui sont avant tout des concepts. Donc, comment est-ce que s'est opéré ton choix? Alors, j'aurais pu aller vers la philo, vers la psycho. Même la philo aussi. Oui, la philo, la psycho, ça me plaisait. D'ailleurs, j'ai eu mon bac difficilement, mais grâce à la philo. J'ai eu une très très bonne note en philo parce que je me suis passionnée par ça. C'était vraiment la matière que je préférais et où là j'y trouvais du sens, de la profondeur. Voilà. Alors pourquoi pas être revenu? Et la première chose, ça a été, comme tu me posais la question tout à l'heure, et c'est des petites choses, c'est dans des petites choses de la vie comme ça. Quand tu me disais comment dans cette période noire, voilà, il y a eu ce truc d'accompagnement, mais il y a aussi quand je suis rentrée la première fois dans le cours de philo. J'ai eu une prof absolument géniale, hein, je voudrais lui rendre hommage, mais c'était vraiment génial. Et elle avait écrit, premier cours, sur le bureau, sur le tableau, c'était « Connais-toi toi-même ». Excellent. Et ça a été, pour moi, je ne l'oublierai jamais, parce que ça a été tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que la dynamique que j'accompagne aujourd'hui, elle part de là. Mais qui était déjà là en germe avant, mais qui n'était pas défini avec cette des balbutiements. phrase, ouais. Mais le connais-toi toi-même, ça a été un choc incroyable. Donc à partir de là, effectivement, tout s'est déployé derrière. Mais sans que ce soit moi qui le construise consciemment. Ça, c'est brique par brique que les choses se sont faites. Et effectivement, j'aurais pu, à la fin de mes études, choisir l'orientation psycho. Et je ne suis pas allée en psycho. Pourquoi ? Des choses absolument classiques pour plein de gens. C'est parce que je croyais qu'il y avait des maths. Et que moi, je me considérais que j'étais nulle en maths. Je ne comprenais rien. Je n'ai jamais rien compris en maths. Tu croyais qu'en psycho, je croyais qu'il y avait des maths.
Alors que j'ai appris après que c'était pas des maths, c'était des statistiques, c'était ce que j'ai fait en archéo. D'ailleurs, on avait des modules de statistiques, etc. et que je pouvais très très bien m'en sortir. Mais je suis pas allée là-dedans. Mais quelque part, c'était très bien que je sois pas allée en psycho, parce que je pense que je me serais peut-être perdue. Il fallait que j'aille dans le concret. Et le concret, c'était faire des études de tourisme. C'était rater mon BTS, faire les études d'archéo, mais en même temps devoir gagner ma vie, et je gagnais ma vie dans le tourisme. Okay, et dans le tourisme, effectivement, j'ai eu l'occasion, puisque j'avais fait archéo, de pouvoir cumuler un cursus en tourisme qui me permettait de gagner ma vie. En plus, j'étais en Haute-Savoie, une région hyper touristique où là, il y avait du travail. Donc, j'ai passé une licence de tourisme et puis j'avais un stage à faire. Et à l'issue de stage, je m'étais retrouvée avec des gens qui étaient en bac plus 5, alors que moi j'étais en stage de bac plus 3. Ils ont embauché quelqu'un en CDI. Je ne sais pas pourquoi. Au milieu de tous les gens qui étaient là à bac plus 5, c'est moi qu'on a pris. Donc je me suis retrouvée embauchée en CDI dans une structure. Il y avait un monsieur qui était là, qui était en passe de s'associer, que ça n'a pas marché, mais il est venu me chercher au bout de 6 mois que j'étais là, pour me dire, voilà, je monte ma boîte, est-ce que tu veux devenir mon associé? J'avais 26 ans à l'époque. Et c'était une super opportunité pour moi. À 26 ans, on vous propose quelqu'un qui est très connu dans le tourisme, qui a un bagage dans le tourisme, qui a un nom et tout ça, qui monte sa boîte et qui me dit, est-ce que tu veux pas devenir mon associé? C'est une super opportunité, allons-y. Mais alors là, je me retrouve à 10 000 lieues de mes aspirations profondes, hein. Parce que là, il me forme à quoi? Donc dans la structure, on était 2 associés actifs et on avait d'autres associés qui avaient mis de l'argent dans la boîte, qui portaient un peu la structure financièrement. Il y avait le groupe Accor, il y avait la Sogea à l'Alexandre, parce que la structure qu'ils montaient était ce qu'on appelait un ensemblier touristique. Donc on partait de la recherche du terrain hôtelier jusqu'à la construction finale. C'est très vaste. Mais en tout cas, un suivi très pointu. Donc il m'a formé. C'est tout le projet de A à Z. Il m'a formé à ça. Lui, c'était un spécialiste du marketing, donc il s'occupait de tout l'aspect marketing, parce que le marketing et moi, ça fait 2. Donc lui, il s'occupait du marketing, et moi, je m'occupais à la fois de l'administratif, parce que lui, ça ne l'intéressait pas du tout, l'administratif de la boîte, plus la modélisation hôtelière. Donc je me suis retrouvée à 26-27 ans à construire des hôtels, à chercher des terrains hôteliers. Alors, il y a certains Formule 1... Pour l'archéologue et la fondation, on retrouve quelque chose. Voilà. Donc, on érige quelque chose, des cendres, quelque chose d'une Bastille. Ouais. Mais il y a une logique dans tout ça. Ouais. Je me suis retrouvée là à construire des hôtels. Il y a certains Formule 1 ou Ibis en France. J'en suis un petit peu... j'ai participé un petit peu à ça. Donc je mettais les bottes, le casque, j'allais voir les constructions. Enfin, là, on était... Moi qui devais travailler dans mon parcours le concret, là, j'avais les bottes et le casque. Hein. Ouais. Et je travaillais avec des gens à la Sogea, l'équivalent de Bouygues. Hein. C'est des promoteurs, quoi, tout ça. Mais je me dis, mais c'est pas possible, je m'y perds. Et là, je me dis, il faut que je recolle les morceaux, c'est pas possible, parce que j'avais pas fini quand même ma période un peu difficile quand même, à me chercher, de quête. De quête. Là, je me dis, il faut absolument que l'accompagnement, c'est accompagner des gens, quoi. Donc, tu vas t'orienter vers qu'est-ce que tu peux faire. Donc, j'ai commencé à avoir, quelque part, une double activité. C'est-à-dire, là, j'ai pris contact avec une association. À l'époque, c'était SOS Dépression. Je tape à la porte. Je suis reçue par le fondateur. Je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Je suis désolée pour lui. Je le remercie de m'avoir reçue, en tout cas. Il m'a reçue. Et puis, il me dit, écoutez, vous tombez bien. Parce que mon association est réservée aux psychologues ou ceux qui font des études de psycho. Et j'ai envie d'ouvrir mon association à des gens comme vous qui ont envie, mais qui n'ont pas du tout fait d'études dans le domaine. Donc moi, je suis prêt à tenter l'expérience avec vous. C'est génial. Donc je me retrouve en binôme avec des psys pour faire de l'écoute téléphonique. Et là, ce que j'entends, c'est « je ne suis pas prête ». On va résumer ça comme ça, je ne suis pas prête du tout. Donc je me dis là, tu veux faire de l'accompagnement, mais si tu n'es pas prête à recevoir ce que tu entends parce que c'est trop souffrant pour toi, il faut peut-être que tu fasses quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé une thérapie. J'ai été voir un psychiatre. J'ai choisi la voie
Classique et dur, c'est-à-dire psychiatre. Oui. Je remercie cet homme qui m'a accompagnée parce que c'était génial, ça a purement été génial. J'avais pas besoin de médicaments, j'en ai jamais pris de ma vie. Mais je voulais avoir un psychiatre parce qu'un psychiatre pour moi c'était la voie médicale. C'était rassurant, enfin quelque part. Alors, structuré. La première thérapie, parce que j'en ai fait plusieurs, bon, il a fallu faire le déballage, hein. Poser les morceaux du puzzle, rassembler tout ça. Archéologue, quoi. Voilà. Et c'était absolument nécessaire. J'aurais dû commencer par ça bien plus tôt. Ça m'aurait peut-être... voilà. Mais il fallait que je fasse ce parcours. Elle est vraiment très, très profond. Mais voilà, ça a été salvateur. J'ai fait cette thérapie. Et puis, peut-être 2 ans après, je me suis dit, allez, c'est bon, je peux y retourner. Et donc là, j'ai pris... pas un recontact avec SOS Dépression, parce que je sentais que je pouvais m'orienter vers autre chose. Et là, j'ai pris contact avec SOS Suicide Phoenix. Ah, je les ai contactés, je les avais interviewés il y a de ça des années. Voilà. Oui, d'accord, ok. Eh ben, peut-être qu'on s'est croisés. C'était pour une interview à la radio d'ici maintenant. Donc, voilà. Okay. Je sais qu'ils existent toujours. D'accord. Alors, tu connais le principe. Je me rappelle plus trop, il y a longtemps. Mais c'était ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que c'était pas que de l'écoute téléphonique. Et petit à petit, au fil du temps, j'ai découvert que j'avais une sensibilité à capter des choses, voilà. Et que le téléphone, pour moi, était trop brutal. Non, c'est-à-dire que je captais trop d'informations. Ah bon ? Ouais. C'était pour ça qu'il y avait cette difficulté à... Alors il y en a, ils étaient beaucoup plus à l'aise à commencer au téléphone, mais le principe d'SOS Suicide Phoenix, c'était qu'on pouvait faire de l'écoute téléphonique, mais on pouvait aussi, ou faire les deux, si on voulait, faire de l'accueil en face à face. On était 2 animateurs, et il y a pignon sur rue, c'est-à-dire c'était comme un local où les gens pouvaient venir, puis on accueillait tous ceux qui voulaient. Et on animait pendant plusieurs heures ces rencontres. Voilà. Et ça a été fantastique pour moi. Donc on avait des formations, et là je commençais à mettre le pied dans l'accompagnement de choses quand même très lourdes, mais ça a été plus facile pour moi parce que j'avais les personnes en face de moi. J'avais matière à choper quelque chose plutôt que prendre brut les informations. J'ai pu basculer après sur l'écoute téléphonique. Et je faisais ça en parallèle de la construction des hôtels. D'accord. D'accord. Ouais. Donc, heureusement que tu as été habitué d'être à un plus jeune âge à être bourreau de travail, entre guillemets. Voilà. Pas compter ses heures. Oui, non, ça c'est sûr. Alors, c'est sûr. Coach en neurosciences appliquées, arrive, j'imagine, un peu à cette jonction à la fin de cette expérience. Non. Ah bon ? Non. C'est assez récent, ça, je dirais. Ah ? C'est assez récent. Parce qu'effectivement, normalement, on commence par un cursus où on rentre dans une école pour apprendre le coaching. Et moi, c'est pas ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que, avec cet accompagnement que j'ai fait, etc., j'ai commencé à avoir des gens qui sont venus à moi. Et j'ai commencé à les accompagner avec ce que j'apprenais, ce qui se déroulait pour moi au fil du temps. Et j'avais des activités concrètes. Et à côté, je commençais à recevoir des personnes. Et c'est après, bien des années après, je dirais plus de 10 ans après, que je me suis dit, parce que on nous demande cette légitimité-là, on nous demande quelle étude vous avez faite, quel parcours vous faites, et on ne peut pas s'improviser et se dire coach comme ça. Donc je me suis dit, il me faut une école. Comme avec tout le déploiement, cette passion que j'ai pour l'évolution de l'humain, de comment on a évolué, comment on continue d'évoluer, etc. Cet appel, depuis l'âge de 13 ans, avec la physique quantique, forcément que ça ouvre tout naturellement la porte aux neurosciences. Donc je me suis dit, je vais chercher, voir s'il existe une école qui à la fois couple des questions de coaching avec toute cette nouvelle sphère scientifique qui est là, qui est émergente. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ? Et je suis tombée sur cette école qui s'appelle l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. Et je me suis dit, ça c'est pour moi. Donc je vais m'inscrire là. Où ça ? Voilà. C'était où ? Elle se trouve où cette école ? À Paris. Voilà. Et
Donc là, tu es mariée, tu as un enfant déjà, en plus de tout ça. Je me suis mariée et j'ai eu ma fille, voilà, autour de la trentaine. Je l'ai eu à 33 ans. Tu arrives à gérer tout ça? J'arrive à gérer tout ça. Des fois, tout le monde me dit, mais comment tu fais? Mais j'explique certainement, enfin, moi, c'est mon explication que je pense, c'est parce que tout a une logique pour moi. Tout est tellement cohérent et logique que ça se déploie, je dirais, naturellement. Bien sûr qu'à côté, il faut pouvoir gérer. Il faut gérer son sommeil, il faut gérer son hygiène de vie, il faut faire attention à sa nourriture. On en parlait tous les deux avant l'émission. Faire attention à gérer son corps, être à l'écoute. Et ça fait partie aussi du connais-toi, toi-même. C'est-à-dire, le corps, il envoie des signaux. S'il est fatigué, il faut savoir s'interrompre. Il ne faut pas être j'y vais. Parce que effectivement, pour pouvoir être sur la durée comme ça. Ah, c'est un marathon. Hein. Voilà. Mais en même temps, je dirais, je ne pouvais pas le faire avant parce que je suis passée par des phases où j'ai vécu des choses physiquement aussi compliquées, dures. Mais je ne pouvais pas faire autant à ce moment-là parce qu'il fallait que je m'occupe de mon corps. J'ai été gravement malade quand j'étais dans cette période d'adolescence. J'ai failli passer de l'autre côté, comme on dit, parce que j'ai eu une pneumonie. Ah oui, d'accord. Très grave. Je ne me rappelle pas du tout, parce que j'étais quasiment inconsciente, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pendant une semaine, ça a été le noir total. Tu as eu quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans à peu près. D'accord. Voilà. J'avais 15 ans à peu près, et les médecins disaient à ma mère, si elle passe le cap des 6 jours, je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, 5 ou 6 jours, elle est sauvée. Mais là, tout est possible. Donc j'étais un peu sur le fil du rasoir, comme on dit. Voilà. Et je suis revenue. Il a fallu que je me batte parce que j'étais très fatiguée. J'ai eu des lourds traitements d'antibiotiques, vraiment à haute dose, pénicilline, etc. Ça a été très compliqué. Donc j'ai mis des années. J'ai traîné alors que j'avais une vingtaine d'années, une fatigue, voilà. Donc tout ça, je ne pouvais pas aller dans le rythme qu'est le mien aujourd'hui, c'était pas possible. Voilà. J'ai été à nouveau malade en 2001, où j'ai refait une deuxième pneumonie. Alors ça a été un élément aussi très important dans mon parcours, si tu veux, parce que là je me retrouve avec une pneumonie, c'était l'autre poumon qui était touché. Et là, je suis obligée d'être hospitalisée, parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai. Donc je suis mise en quarantaine, ce qu'ils m'ont dit après, je ne comprenais pas pourquoi on me mettait en quarantaine. De toute façon, j'étais pas j'avais plus de 41 de fièvre, j'étais perfusée de partout, on m'a trimballée en ambulance dans tous les hôpitaux de Paris. J'étais pas dans la conscience d'essayer de comprendre ce qui se passait, mais c'est après coup, je comprenais. Et ils m'ont dit, on vous a mis en quarantaine parce qu'on avait peur que vous ayez la tuberculose. Donc, personne ne pouvait venir me voir, etc., etc. Et j'étais sur mon lit d'hôpital à ce moment-là, et je me suis sentie partir. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je suis en train de passer de l'autre côté, je suis en train de mourir. C'était très léger, c'était très... Voilà. Je me suis sentie aspirer, et puis là, j'ai entendu une voix, très distinctement, qui me dit, ce n'est pas toi qui es en train de mourir, c'est ta mère qui est en train de mourir. Et là, boum, je redescends dans mon corps. Là, je ressens les 41 de fièvre, les douleurs de partout, etc. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 33 ans, 34 ans. À ce moment-là, tu es déjà en couple avec ton mari? Oui. T'as déjà ta fille aussi? Ma fille est petite. D'accord, voilà. 33 ans. Oui, okay. 34 ans, quelque chose comme ça. Et on n'avait pas averti mes parents parce que ma mère était déjà très gravement malade à ce moment-là. C'est à ces moments-là, excuse-moi, pour voir 33, 34 ans, t'en es là. Est-ce dans la même période où tu travailles à SOS Suicide Phoenix? Non, j'ai fini là. À ce moment-là, j'ai terminé. J'ai travaillé 6 ans chez Phoenix. D'accord. Et t'es déjà tourné vers les coachs en neurosciences appliquées dans cette fameuse école? Non, la neuroscience n'était pas du tout. Je ne connaissais pas le terme à ce moment-là. D'accord. Du tout. Donc tu continues à travailler pour ce cabinet de construction. Non, là à ce moment-là, je travaille. Donc, je suis dans un organisme qui s'occupe de tourisme. D'accord. Et
je suis pas du tout, je suis dans le tourisme, mais pas du tout dans l'hôtellerie. D'accord. Je suis dans la promotion touristique, si tu veux. Et puis j'avais pris 3 ans de congé parental, D'accord. donc je me suis arrêtée pendant 3 ans. Et c'est pendant ces 3 ans que j'ai commencé à structurer l'après, en me disant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux continuer ça ou est-ce que tu veux faire autre chose? Et c'est dans ces 3 ans que j'ai commencé à recevoir je dirais, sans filet, puisque j'avais quitté l'association SOS Suicide Phoenix, et j'étais en transit vers l'après. Tu vois? Alors, effectivement, il s'est passé quelque chose pendant ces 3 ans. Je vais revenir dessus parce que je vais finir sur l'épisode de l'hôpital. Parce que je pense que c'est important de pouvoir témoigner aussi sur ce genre d'événements, parce que je pense que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Et voilà. Et des fois, ça peut permettre aux gens, parce que je le vois sur les clients que je reçois, d'aider aussi, parce que quand on vit ce genre de choses, soit on ne fait pas attention, on zappe, on n'arrive pas à faire les liens, on ne voit pas le signe, on ne voit pas la cohérence de tout ça, soit on se dit on est complètement malade, ou c'était une vision, ou c'était des choses comme ça. On n'avait pas prévenu mes parents, parce qu'on ne voulait pas inquiéter ma mère, qui était déjà, elle aussi, gravement malade à ce moment-là. Et quand je suis sortie de l'hôpital, on a quand même appelé mes parents, et mon père me dit... Bah, tu sais, nous aussi on a vécu quelque chose parce que ta mère a été hospitalisée à ce moment-là. Ah bon? Et elle a fait une mort clinique. Je dis, mais c'était quand? Et c'était exactement le jour et à l'heure où moi j'ai vécu ce truc. Donc, pour moi, je l'ai vécu comme étant, j'ai accompagné ma mère. Elle n'est pas morte, ils l'ont ramenée. Ils l'ont ramenée. Et à partir de là, ça a été l'enfer. Hein. Mon père a vécu l'enfer, on a vécu l'enfer, ça a duré 5 ans, ça a été juste épouvantable. Mais pour moi, ma mère est morte à ce moment-là. Je l'ai accompagnée, pour moi. Après, elle est revenue. Elle est morte 5 ans après, mais pour moi... D'accord, il n'y avait plus dans le corps, était là, mais... Voilà. Pour moi, j'avais accompagné ma mère à ce moment-là. Voilà. Et ça a été un moment, ça a été aussi très riche, très riche. Justement, ça c'est moi ce que je pourrais qualifier un peu d'expérience, qu'on pourrait qualifier de mystique. Et jusqu'à maintenant, à part la connexion que tu as avec la nature, qu'est-ce que comment tu arrives à intégrer cette voix que tu entends qui te dit ça? Qu'est-ce que ça représente pour toi, et notamment par rapport à la notion de transcendance qui se mesurait à l'aune de la nature jusqu'à ce que tu nous en as raconté, en tout cas. Alors, je ne comprends pas bien ta question. Que revêt la transcendance comme nouveau visage suite à cette voix, savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est moi qui me parle à moi-même, est-ce que ça vient d'ailleurs, sachant que jusqu'à maintenant, la notion de transcendance était exclusivement... à l'aune de la nature. Voilà. La transcendance, c'est la nature, le paganisme ou autre, enfin bref, on appelle comme on veut, quoi, mais Cernunnos peut-être, j'en sais rien. C'était pas complètement absent, si tu veux. Parce que y avait la nature. Oui, j'ai tourné le dos au côté rituel catholique à 13-14 ans, ce qui n'a pas été simple parce que comme je suis descendue très bas, j'avais rien à quoi me raccrocher. Et il s'est passé quelque chose à un moment donné de ma vie. Donc, plus tard, ça s'est passé en 92, quelque chose comme ça. J'ai été en contact avec une personne qui est décédée, que je n'ai jamais connue, mais qui est arrivée dans mes rêves, toutes les nuits, pour me dire qu'il n'était pas mort, qu'il n'était pas mort, qu'il n'était pas mort. Voilà. Je trouvais ça tellement curieux, etc. Cette personne m'a mis en contact avec des personnes de sa famille, m'a donné l'adresse de sa mère. Mais t'as validé, t'as vérifié? Oui, j'ai rencontré ces personnes. J'ai pas fait tout ce qu'on me demandait, parce que moi c'était, comme j'ai un pied dans les concrets, tu délires, ça va pas. Là, il y a questions, c'est clair. Ouais. Voilà, j'écartais, voilà, et c'était insistant. Ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. T'en avais parlé au psychiatre C'est pour ça que je disais que parce que
il a entendu tout ça. Et c'est pour ça que j'avais aussi choisi un psychiatre. Parce que la première thérapie, elle était classique. Mon enfance, mon environnement, etc., etc. Quand après, j'ai interrompu, j'ai considéré que j'étais arrivée au bout. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin d'y retourner. Non pas pour repartir sur des anciens trucs, des anciennes histoires, mon enfance, etc. Bien sûr, ça allait revenir de façon sporadique pour alimenter le propos. Mais ce qui était surtout important pour moi, je le sentais comme ça, c'était que par rapport à tout ce qui s'ouvrait à moi, j'avais besoin d'un espace où je pouvais parler à quelqu'un qui n'allait pas me juger et qui en même temps allait me servir de balise. Quand j'avais mes séances avec mon psychiatre et qui me disait à la fin qu'est-ce que c'est riche d'enseignement ou encore matière à poursuivre, je me disais c'est bon, il n'est pas en train de me dire que je suis folle. Ouais. Il n'est pas dans le jugement. Il n'est pas dans le jugement. Il me donnait le ticket pour pouvoir me dire ok, tu peux continuer à explorer. Ça m'a beaucoup aidé à justement dire ok, je peux m'autoriser à ouvrir une porte de plus, sans, parce que moi, je peux vous assurer, je m'en suis posé des questions. Hein. Quand je dis vous, je m'adresse à tout le monde, parce que je suis folle, c'est quoi ces trucs, c'est quoi ces délires, etc., etc. Donc, il y avait ça, quelque part. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Et en même temps, la fouille, c'est que je continuais à creuser dans mon histoire. Donc j'ai eu l'occasion de partager avec toi sur mes histoires familiales où j'ai remonté des secrets de famille. Mais tout ça, c'était... je recevais la nuit, il faut pouvoir aussi accompagner tout ça. Alors oui, c'est cette part-là qui est importante et qu'on commence seulement, j'allais dire, un peu à ressentir. C'est que, on va dire que ta connexion avec le monde invisible est très présente, notamment à travers tes nuits. Oui. Ça voyage beaucoup, ça communique beaucoup. Ou sous la douche, ça m'arrive souvent sous la douche. Et pas seulement quand tu dors, mais même en étant à l'état de veille. Oui, c'est ça. Revenons donc au coach en neurosciences appliquées, sachant qu'il y a cette on va dire, reconnexion au monde invisible, aux défunts, ça déjà en tant que tel, ça nous ramène forcément à la notion de transcendance. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, la mort, ou qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, en lien à connais-toi toi-même. Et puis de ces différentes phases de pneumonie qui t'ont amené au seuil à plusieurs reprises. D'ailleurs, la première pour accompagner ta mère. Je me demande si la deuxième, c'était pas en même temps pour ouvrir un peu plus grand la porte vers le monde de l'invisible. Oui, certainement. En tout cas, des fois, c'est des choses comme ça qui nous amènent d'une manière inconsciente à ouvrir plus grand en nous. Oui. Pour ce qui est du coach en neurosciences appliquées, là, ce que je souhaiterais savoir, Brigitte, c'est on a entendu ton besoin d'avoir, j'allais dire, les mains dans la terre, en tant qu'archéologue, d'aller au fond des choses. Quelque chose de très pragmatique. Oui. Quand on aborde le coach en neurosciences, on pourrait entendre derrière, notamment, ingénierie sociale. Sauf que quand on parle de l'ingénierie sociale, on entend comment fonctionnent les foules au sens large du terme. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de coaching s'adresse dans le milieu généralement de l'entreprise, comment optimiser, j'allais dire, un être humain dans ces différents aspects, communication, quelqu'un qui pourrait être tout à fait très bon en tant que coach et qui aurait eu à utiliser des outils de communication, PNL et autres, Macron, Emmanuel Macron par exemple, ou tous les politiques maintenant, comme tout bon vendeur, sait très bien utiliser tous ces outils-là pour parler à autrui. Donc, ce que j'aimerais que tu puisses peut-être nous dire, c'est comment tu as abordé cette notion de coaching et dans le fil directeur de accompagner les gens. Tu as fait un travail sur toi. Est-ce que tu te poses pas à un moment donné la question dans tes études de coaching en neurosciences appliquées si c'est une nouvelle voie pour te perdre à un moment donné
dans la formation en elle-même. Je ne sais pas combien de temps ça dure, cette formation. Non, c'est pas très très long. Ça dure 6 mois. C'est à raison de quelques jours de modules, mais il y a un gros travail en intercession. Mais c'est d'abord et avant tout intégrer des techniques de coaching avec des notions de neurosciences pour les rendre applicables, c'est-à-dire concrètes, pour que l'individu puisse avoir des outils, notamment pour travailler sa plasticité cérébrale, pour changer les choses, pour concrètement mettre en place des systèmes, des nouveaux systèmes qui vont remplacer d'autres systèmes qui n'ont plus lieu d'être, mais qui en même temps, c'est pas si simple de les changer. Non. Et changer les choses, c'est pas si évident que ça. Il suffit pas de dire il y a qu'à Faucon. Ouais. Voilà. Ça demande de changer nos habitudes, voilà. quitter l'ancien pour accueillir le nouveau. Voilà. Idrissa Berkane en parle relativement bien sur cette plasticité du cerveau, pour ceux qui s'intéressent à ça. Parce qu'aujourd'hui, l'humain, il évolue, c'est là que ça se passe. C'est et puis toutes les recherches que l'on fait, elles ouvrent tous les jours. On maîtrise que très peu cette capacité qu'on a, qui est un formidable ordinateur, outil. Enfin, c'est incroyable. Est-ce que tu penses que en faisant juste cette formation, tu te sens suffisamment légitime, tu parlais de légitimité tout à l'heure, pour pouvoir là pour le coup aider ceux et celles qui viennent à toi, parce que le coach, à la fin de cette formation, il ouvre quoi, un cabinet marqué coach, il se tourne vers des CE, parce que bon, tu étais quand même responsable ressources humaines, donc à qui on s'adresse une fois qu'on a, entre guillemets, ce fameux diplôme? Après, ça dépend sa fibre, ça dépend ses orientations. Il y en a effectivement qui vont vouloir aller sur du coaching d'entreprise, d'autres sur du coaching dit individuel, d'autres suivant sa fibre. Moi, le coaching, je le vis plutôt comme étant lui-même un outil. C'est pour ça que je ne me définis pas forcément coach. Oui, je suis coach parce que j'ai eu mon diplôme. Et puis je fais effectivement du coaching et je peux endosser cette posture, parce que c'est une posture, le coach. D'être coach, c'est une certaine posture. C'est pas la même chose que la posture de thérapeute. Il faut pouvoir être... voilà. Donc oui, il y a des personnes qui vont s'installer, il y a des personnes qui vont développer des thématiques qui vont être liées à la confiance en soi, à l'estime de soi, sur les émotions, les croyances, les valeurs, enfin tout ça. Moi, je l'utilise comme étant un outil supplémentaire ou complémentaire. Je peux pas, voilà, en fonction de ce qui arrive, de l'énergie de la personne, de sa problématique, etc. Parce qu'il y a des moments, effectivement, on va aller dans le concret, c'est-à-dire dans les mémoires familiales, dans l'aspect plus thérapeutique. Par quoi t'es passé, quoi. Voilà. Et là, on sort du coaching. D'accord ? Donc, l'individu, pour moi, il s'accompagne. C'est pas l'outil qui fait l'individu. On utilise les outils en fonction de ce qu'amène la personne. Et puis des fois, il n'y a pas d'outil du tout. Il faut juste être là, présent. C'est ça là. L'accompagnement, pour moi, c'est un art. Et donc, le coaching est un art. La thérapie est un art. Donc, la posture de la personne accompagnante est un art. Oh, combien je te comprends. C'est pour ça que je préfère. Bon, si on devait définir les choses comme étant c'est le premier mot qui m'est venu à 13 ans, accompagnatrice, quoi. C'est ça que j'aime. C'est accompagner la personne avec ce qu'elle arrive. C'est-à-dire... Au cas par cas. Au cas par cas. Et en fonction de ce qu'elle amène. Parce que je peux très bien avoir une personne qui vient à moi. Je ne vois pas les personnes toutes les semaines. En coaching, on peut mettre en place un protocole où toutes les semaines, on va voir la personne. Pour moi, je mets en place des séances qui vont être espacées de 3 semaines, 1 mois. Parce que pour moi, la personne, il va se passer des choses pour elle. La vie va lui amener de la matière, des situations. Et elle va pouvoir avancer avec ça. Et en fonction de ça, quand elle va arriver, moi, je ne prends pas de notes, rien du tout. Hop, et c'est comme si on ne s'était pas quitté, mais en même temps, on travaille à partir de toute la matière qui s'est déployée pendant ce temps-là. C'est-à-dire, on accompagne aussi l'énergie de la personne. Enfin,
Quand je dis on, Ouais. c'est ce que je Et en fais. même temps, dans ce que tu dis, ce que j'y verrais, moi, dans la notion d'accompagner, c'est savoir être aussi le traducteur de ces situations, rencontres que la personne va rencontrer entre chaque séance. Tu parles de déployer, c'est vraiment ça. Il se passe des choses, il va se C'est passer ça. des choses intérieurement, extérieurement. Et c'est de ça. pouvoir remettre le fil conducteur et de traduire ces différentes synchronicités. Qu'est-ce qu'elles disent de nous-mêmes? C'est ça. Euh, Et ça, j'aime beaucoup le mot que tu utilises. Parce que c'est effectivement ça. la notion d'enquêteur, et puis de prendre la hauteur. C'est-à-dire, voilà. Changer le regard. Changer le regard, changer la posture, se mettre en observateur de soi-même, de ce qui se passe, de la situation, ou des situations. Et être en capacité de recouvrir, si je puis dire, une forme de souveraineté. C'est-à-dire, on reprend les commandes. D'accord ? Donc, ce n'est pas un ensemble de protocoles qu'on applique Bêtement. Ben ouais. et qu'on dit la prochaine fois on verra ça et puis la prochaine fois on verra ça. Non, moi je peux pas le dire parce que c'est en fonction de toute la matière, la matière que la personne va amener et on va déployer les choses. Elles vont s'ouvrir tout naturellement parce que derrière il y a une croyance qui est la mienne, c'est que rien ne se passe au hasard et que quand on s'ouvre et qu'on lâche prise, tout se déploie quelque part au bon timing, comme il faut, etc. Donc on n'est pas dans cette notion où j'impose quelque chose, où j'amène moi mes outils, et bien sûr les outils vont peut-être ouvrir certaines portes. Donc que ce soit le coaching, que ce soit des pratiques thérapeutiques, que ce soit... mais tout ça c'est des tiroirs qu'on va utiliser, comme vous allez chez le dentiste, il ne va pas utiliser tel scalpel pour... voilà, parce que l'autre... voilà. S'adapter, ouais. Voilà. On s'adapte. Alors, j'ai plusieurs choses par rapport à ce que tu viens de nous dire là. Subrepticement, responsable RH, alors c'est très intéressant parce qu'en ressources humaines, on est toujours dans le cadre de l'entreprise. Pour toi, il était important de rester. Après, tu me diras, rajouteras ce que tu veux ou pas d'ailleurs. Un peu, j'allais dire, le cheval de Troie. C'est-à-dire que ton regard, là, que tu nous expliques, ton regard sur la vie, sur ce que nous sommes en tant qu'individus, le monde de l'entreprise, c'est un milieu spécifique, oui. Comme je l'avais émis au début de l'émission. Et ce que tu y fais, toi, c'est que tu penses que tu as un rôle à jouer. Cheval de Troie, on entend très bien. Décimer à ceux et celles qui sont peut-être réceptifs, des moyens de débloquer et arrêter de prendre les choses dans un cadre purement productiviste. Oui. Une manière de l'intérieur de faire bouger les choses. Et en ça, je trouve ça super. Et pas simplement destiné à une élite. Parce que souvent, on dit que le coaching, on pense que le coaching s'adresse à une élite. Alors moi, je ne vais pas forcément dire je suis en train de faire du coaching, bien sûr. Mais dans toutes les notes que je peux faire, etc., pour essayer de faire comprendre que l'humain, c'est quand même ce qui est le plus important. À toute une époque, on parlait du capital humain. Aujourd'hui, on a transformé un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que l'humain, il est fondamental. Sans humain, l'entreprise, elle ne fonctionne pas. Clair. Et c'est quand même paradoxal. On demande le meilleur aux personnes en les mettant dans des situations qui ne sont pas forcément les meilleures. Alors, c'est pas en leur donnant la salle de sport ou que sais-je qu'on les met en situation d'être au top. Hein. C'est pas ça. C'est de respecter chacun dans ce qu'il est et pour accompagner ce qu'il est, pour qu'il soit au top de ses performances, mais pour se développer lui aussi, pour pas l'oublier lui. C'est ça. Et quand j'entends un directeur général qui dit « Ah, je comprends que quand je leur dis tout ça, on le fait pour le bien de l'entreprise, pour machin, faut pas que j'oublie de leur dire, mais en même temps, ça vous développe vous, c'est pour vous aussi qu'on le fait. » Je dis « Ben oui, rajoutez ça, ça va donner une autre dynamique, mais il faut être sincère pour ça. Parce que si c'est dire ça pour ça ne sert à rien. » C'est-à-dire que tous les moyens qu'on va mettre en place, c'est parce qu'on va avoir cette conviction que ça va développer l'individu pour lui. Parce qu'en se développant lui, il aura envie de donner le meilleur de lui. Bien sûr. Voilà. Et il va peut-être y croire, il va peut-être... Ça paraît tellement évident. Mais c'est tellement évident. Mais
Ouais, c'est bien. Le monde, malheureusement, fonctionne hein. à l'envers. Ouais. Comme je dis souvent, on est la tête en bas, quoi. Donc on arrive avec le regard, il faut remettre les choses à l'endroit pour qu'elles redeviennent à l'endroit. Parce que tout semble être inversé. En apparence, quand on voit les choses, c'est inversé, quoi. Enfin, malheureusement. Et dans l'entreprise, on voit de l'inversion tous les jours. Alors, deux choses que j'aimerais qu'on aborde, à savoir l'énéagramme. Pour toi, c'est l'outil par excellence, en tout cas tel que tu le pratiques. J'aimerais que tu puisses nous en dire quelques mots. Et puis par la suite, on verra avec P-System et puis après le docteur Jean-Philippe Marcoux. D'accord. Alors l'énéagramme, oui, c'est un de mes outils. Mais en même temps, c'est un outil un peu particulier pour moi. Parce que c'est un outil, mais c'est pour moi plus qu'un outil. Alors pour rappel, l'énéagramme, sont vite fait historique. L'énéagramme, c'est un système qui permet de de donner des typologies de personnalités, de décrire des personnalités dans des aspects très 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 pointus, très laser quelque part. Ça décrit précisément comment on fonctionne sur des mécanismes inconscients, notamment les motivations qui sous-tendent nos comportements qu'on l'on a et que l'on fait de façon machinale et automatique. Et quelque part, ça décrit, c'est même pas quelque part, ça décrit notre façon égotique de fonctionner dans le monde. Voilà. Mais derrière ça, c'est beaucoup de souffrance. L'ego étant un système de défense. Parce que c'est un système de défense. C'est un système qui assure notre mode de fonctionnement dans notre vie au quotidien, avec les autres, avec nous-mêmes, et qui quelque part notre meilleur atout parce que c'est génial, mais en même temps, qui est notre pire ennemi, quoi, quelque part. Tu me disais hors antenne que tu aurais souhaité connaître l'énéagramme, ou en tout cas qu'on te le fasse quand tu étais adolescente, ça t'aurait évité de perdre tout. Enfin, tu as eu le sentiment potentiellement, pourquoi pas, de perdre alors qu'on perd jamais rien. Mais... Non, on perd rien. Ouais, donc, à quoi peut s'appliquer justement l'énéagramme pour toi, là où elle est l'outil le plus efficient, c'est il s'adresse à quel entre guillemets type de personnes? Alors moi je l'utilise avec des personnes, tout type de personnes. Et pour moi il faut quand même qu'elle ait... j'accompagne des jeunes par exemple de 24-25 ans. Ça les aide beaucoup de comprendre d'emblée comment ça fonctionne. Mais il ne faut pas que ce soit trop jeune. Parce que trop jeune, le système de défense, il a besoin de se construire. Bien vu. L'individu, il a besoin de se confronter aux difficultés que cela va générer, ce système de défense. Donc il ne faut pas que ce soit trop jeune. Par exemple, j'ai un autre outil qui est le MBTI, qui est un autre indicateur de typologie, qui est très utilisé en bilan de compétences. Par exemple, celui-là, oui, on peut l'utiliser pour des jeunes, pour des orientations professionnelles, pour définir un petit peu dans quoi va leur préférence, etc. L'énéagramme, pour moi, c'est un peu plus de maturité. Il faut plus de maturité, parce qu'il faut pouvoir appréhender les limites de son ego. Ou voir qu'est-ce qui est déjà enfermant et qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, quoi. Mais sinon, ça s'adresse à tout le monde. Et j'ai aussi bien des personnes de 60 ans, même plus, qui découvrent comment leur système fonctionne. Ils disent, mais pourquoi je n'ai pas appris ça avant? Pourquoi on ne nous l'apprend pas avant? Et pourtant, c'est des choses très simples, très très simples. Alors l'énéagramme n'est pas si simple que ça, mais quand on le présente et quand... alors moi j'ai une façon de travailler qui, je pourrais l'utiliser façon posture coaching, c'est-à-dire avec des questions ouvertes, etc. Moi je préfère le donner, c'est-à-dire je présente les choses pour que la personne, elle ait vraiment la vision d'ensemble, qu'elle se positionne, elle. Alors je récupère des gens, des personnes, comme pour le MBTI d'ailleurs. Mais le MBTI, c'est différent, parce que souvent dans le cadre du bilan de compétences, comme c'est cadré par la loi, c'est timé, ils font passer le questionnaire parce que ça fait partie d'une des étapes du bilan et ils n'ont pas le temps de faire le débrief derrière. Alors, des fois, le résultat au questionnaire, même s'il est très fiable, la personne, elle n'a pas fait l'exploration et validé elle-même
son type. Donc des fois, j'ai des personnes qui ont passé le MBTI dans le cadre du bilan et on reprend le MBTI pour approfondir le profil de la personne. Tu as bien compris que le connais-toi toi-même, c'est ce qui c'est mon fil conducteur. Trame, ouais. Et avec l'énéagramme, c'est différent, parce que là, on va sur des motivations inconscientes, on parle vraiment de la personne, comment elle fonctionne dans son inconscient, d'accord ? Et le fait qu'elle se positionne, c'est très important, parce que des fois, comme je dis, il y a des personnes qui l'ont eu dans l'entreprise. Alors moi, ce n'est pas un outil que j'utilise en entreprise, je l'utilise moi en entreprise pour m'ajuster, c'est-à-dire pour pouvoir voir la personne, comment elle fonctionne en face et m'adapter, mais certainement pas pour le distribuer à du management ou des choses comme ça. Pour Pourquoi ? moi, non. Parce qu'il est trop puissant. Et que dans l'entreprise... Ça sera dévoyé. Un des risques, ça dépend. Il y a des personnes qui vont peut-être l'utiliser très très bien, mais il y a d'autres personnes... voilà, moi, je ne veux pas cautionner ça. Si une personne, elle fait ça puis qu'elle l'utilise comme elle veut, ça c'est son problème. C'est pourtant, moi, je ne fais pas partie de ceux qui déploient quelque chose ou qu'on construit une offre avec l'énéagramme dans l'entreprise. Mais par contre, j'ai des personnes qui l'ont eu, eux, en entreprise et qui ont été mal positionnés. Parce que c'était une journée de formation, il fallait vite, il y a plein de gens, etc. Ça demande, c'est quelque chose qui est intime avec soi-même. Pour moi, l'énéagramme, c'est quelque chose de très personnel, qui demande à être abordé avec un certain regard, une certaine qualité. Discernement, bienveillance. De bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. C'est pas anodin, cet outil n'est pas anodin du tout. Mais en même temps, il est très puissant pour aller très vite à la compréhension de comment on fonctionne et pouvoir mettre en place justement des choses, alors issues de la neuroscience, puisque là on va travailler au niveau de comment la cartographie. On a formaté son cerveau. Et on va explorer après le territoire avec d'autres outils. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir reprendre les commandes et pouvoir faire partenaire. Parce qu'il n'est pas question comme je dis souvent, de mettre par-dessus bord ce système de défense qui assure notre survie et qui l'assurera toujours s'il y a quelque chose qui est là, mais de ne pas subir le système, d'être le passager assis derrière et de vivre sa turbulence parce qu'on est obligé de mettre sa ceinture. On est dans le cockpit avec le pilote et on peut aussi choisir. Voilà. Parce qu'effectivement, je pense que tout est une question de choix. Voilà. Oui, on a l'impression d'être un peu dans la matrice. Et puis d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on parle de systèmes inconscients, etc. On voit à quel point on est programmé et à quel point on parle de système d'exploitation, alors Windows 10 à Windows 7 ou que sais-je. Bref, de faire des mises à jour. Mais les mises à jour à faire pour nous, si on se croit libre, et que donc notre système d'exploitation, qui est notre système de défense, fonctionne comme ça et on se croit libre alors qu'on est totalement conditionné et qu'on fait non pas par choix mais parce que c'est engrammé, l'énéagramme justement est là pour nous dire bon, regarde à quel point tu te croyais libre. Ça peut faire mal, ça pique. Oui. Alors il y a l'énéagramme et puis il y a l'autre outil que j'ai déployé, tu as dit, qui s'appelle le P-système. Justement, on parle de système. Mais de quel système parle-t-on ? Voilà. Et donc, c'est une cartographie de tous les systèmes imbriqués, mais de façon très simple. Et il suffit de 5 minutes pour que la personne comprenne qu'effectivement, tout est une question de choix et que ce choix-là, il lui est propre. C'est elle qui décide, mais qui décide en conscience. Parce que ça, par défaut. Ça, c'est le maître mot. Mais quand est-ce que je choisis en conscience ? C'est ça. Et choisir en conscience, à partir de quoi ? Quand on n'a pas le décodeur, on ne sait pas si on choisit réellement en conscience ou pas. C'est ça. Déjà avoir conscience de ça, c'est déjà énorme. Voilà, parce que dans ce système, c'est dans ce système dans lequel des systèmes sont imbriqués, puisque notre système personnel
est à l'intérieur d'un système plus vaste qui est le système environnemental, sociétal, culturel, etc. Puis encore un système encore plus grand qui est le système que tu appelles la matrice, ou le système économique, politique. C'est des systèmes qui sont tous imbriqués. Tout ça, c'est des hologrammes. Et quand est-ce qu'on choisit là-dedans? Et qu'est-ce qu'on choisit? C'est là où ça nous ramène à notre responsabilité. Oui. Et quelque part, c'est la différence qu'il y a entre nous avoir cru responsables alors qu'on était assujettis à un système par défaut, j'allais dire, de voir que on a été un peu la marionnette de ce système-là à un moment donné et de finalement se retrouver avec Linux, Windows ou Safari, enfin bref, différents systèmes d'exploitation. Là, je parle de navigateur peut-être plus, mais d'avoir le choix et de dire lequel me correspond mieux à ce que mon corps, ma fibre, vers laquelle elle va aller spontanément, naturellement. Indépendamment des programmes qu'on a hérités, soit de par ses ancêtres, mais en même temps de par ses ancêtres au moment même de sa conception. Parce que le projet sens de sa conception, qui est complètement inconscient, alors il peut être conscient, on dit qu'on conçoit des enfants par amour, mais est-ce que c'est réellement par amour? On rencontre les personnes pas par hasard, et pourquoi on rencontre telle personne et qu'on fait un enfant avec telle personne, c'est bien pour perpétuer une histoire. Et c'est là, où, souvent avec mes clients, je fais l'analogie, le lien avec la préhistoire. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on répète inlassablement les mêmes histoires parce que notre mission première est de perpétuer des histoires. Et pourquoi? Parce que notre cerveau, alors là on va rejoindre la neuroscience, parce que par le biais de notre cerveau, il est conçu pour une seule et unique chose quelque part. Si on résume tout ça, c'est trouver des stratégies pour ne pas mourir. Parce qu'à partir du moment où on est, on sait qu'on meurt. Donc entre les deux, il faut qu'on trouve des stratégies pour ne pas mourir. Mais pas mourir à quoi? Toujours la même question. Et donc, au moment de la conception, le fait d'être conçu va permettre à une histoire de continuer à vivre à travers nous. Je ne sais pas si tu as vu Game of Thrones, la série. Alors, je suis fan de plein de choses, mais je n'ai pas vu Game of Thrones. Alors, par rapport à ce que tu es en train de nous raconter, c'est plus que flagrant, tout le transgénérationnel et cette histoire qu'on transmet à nos enfants, ou qu'on veut transmettre, voire même des fois inconsciemment, comme quoi les choses se répètent. C'est pas des fois, c'est tout le temps, inconsciemment. Mais en l'occurrence, la série met ça en perspective. Et qu'on a le sentiment que c'est un jeu de dupes, parce que chacun essaie de sortir son histoire, alors qu'il est lui-même conditionné à perpétuer une histoire que ses ancêtres ont commencé bien en amont. C'est pour ça qu'on dit, on croit choisir, mais on ne choisit rien. Parce que tout comme le saumon va remonter à sa source, on va remonter à la source du projet sens de ce pourquoi on a été conçu. D'accord ? Et tous ces travaux-là, ils sont déployés dans le cadre de ma collaboration avec Jean-Philippe Marcoux, que tu as cité au démarrage, qui a écrit des ouvrages, qui a fait un gros travail pendant 17 ans de recherche sur les profils neurosociologiques. Et j'ai rencontré Jean-Philippe parce que dans ma recherche de qui es-tu et connais-toi toi-même et comment on fonctionne, les profils neurosociologiques me parlaient forcément. Et là, c'est ouvert à moi tout un univers absolument incroyable de ces profils des droitiers, gauchers, gauchères. C'est absolument incroyable parce que tout ça est issu du projet sens de ce pourquoi on a été conçu. Et quand on me dit j'aime pas ton système où on met les gens dans les cases, on met absolument pas les gens dans les cases, puisque c'est la vision du monde qui nous met dans les cases. Parce que quand on voit un homme, et quand on voit une femme, on voit une femme. Mais c'est peut-être pas si évident que ça. Parce que par le biais de ces découvertes-là, on s'aperçoit qu'on fonctionne, effectivement, on s'arrête à l'apparence, mais on ne va pas plus loin. Et derrière ça, si on raisonne en principe, c'est-à-dire principe féminin, principe masculin, ça change tout. Parce qu'en nous, on a un aspect masculin, un aspect féminin. Et en fonction du projet sens de notre conception, et en fonction après de la sexualisation de l'enfant, il va se passer des choses. C'est-à-dire, un enfant peut être conçu
pour être une femme ou un homme, et le bébé à naître, qui va naître, va être un homme ou une femme, mais pas correspondant au projet sens. D'accord ? Donc on va avoir des êtres qui vont être des hommes avec une sensibilité féminine, qui vont fonctionner avec un principe féminin, ou inversement, on va avoir des femmes qui sont des guerrières et des amazones, et qui vont fonctionner prioritairement avec un principe masculin. Mais en apparence, on voit une femme et un homme. Mais mettez un tutu à une femme qui est prête à aller dans les commandos Amazon, il y a un truc qui ne va pas aller. D'accord ? Ou mettez un treillis militaire à un homme féminin qui a une sensibilité, qui est artiste, etc. Il y a aussi quelque chose qui va clocher. Mais on s'arrête aux apparences. D'accord ? Et là, je ne suis pas forcément en train de dire que l'homme à qui on ne peut pas mettre un treillis est forcément homosexuel. Ça peut être très bien un hétérosexuel. Okay. Mais son féminin en avant. Mais il va être prioritairement sur... Donc, tous ces codes-là, tous ces cadres-là, il faut pouvoir les dépasser, justement, comme tu disais tout à l'heure, à partir d'un autre point de vue. Combien d'hommes, et oh mon Dieu, que j'aime accompagner ça, des hommes qui ne se sont pas réconciliés avec ce côté-là, parce que, de par ce qui a été transmis, un homme, c'est un homme, il faut être fort, il fallait assurer la survie du clan, etc., etc. Sauf que le bébé qui naît, cet enfant, il est tout simplement artiste, il est tout simplement sensible. Okay ? Donc, heureusement, à notre époque, il va pouvoir peut-être exprimer son côté artiste. Mais il y a combien d'hommes dans les circuits, dans ses aïeux, qui étaient peut-être comme lui, tout à fait, et qui ont dû aller à la guerre, qui ont dû castrer, etc., parce qu'il fallait qu'ils montrent leur côté masculin. Et inversement, c'est la même chose pour des femmes. Okay ? Oui, tout à fait. Ça me fait penser au film American Beauty. Je ne sais pas si tu l'as vu avec Kevin Spacey ou le voisin qui est un militaire. Tu l'as pas vu, non ? Non, ça me dit rien. Voilà. Donc, je renvoie ça pour les internautes et ils sauront à quoi je fais allusion sur cette notion d'homme en apparence viril qui a une certaine sensibilité non exprimée. Pourquoi travailler en collaboration avec le docteur Jean-Philippe Moreau Morcou, pardon. Voilà. Alors, tu as compris mon côté pragmatique, oui. Etc. Donc, dans ma pratique, j'ai toujours eu besoin d'aller chercher, tu vois, un psychiatre, voilà, et travailler avec des personnes, chiropracteurs, des kinés, des ostéos. J'ai besoin, parce que moi je n'ai pas ce cursus-là, je n'ai pas ces études-là, mais en même temps j'ai besoin de me raccrocher à ça. C'est pour ça la physique, la physique quantique qui amène plein de choses, mais en même temps la physique, le côté concret, pragmatique, j'ai besoin de cela pour pouvoir rester les pieds sur terre. Alors, c'est pas que je suis complètement tout le temps là-haut, etc. C'est que j'ai besoin que tout ça, ça a un sens dans le concret. De savoir comment ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui... Effectivement, je peux travailler sur quelqu'un qui va avoir des douleurs, mais quand il y a une vertèbre qu'il faut pouvoir replacer, effectivement, il faut aller dans la structure. Il faut y aller. Bon, c'est des gens qui vont aller comme ça. Bon, Jean-Philippe, non seulement il va dans la structure, c'est un des spécialistes mondiaux des hautes cervicales, mais qui en même temps travaille sur toutes ces questions de mémoire, de multidimensionnel, etc. Donc, son approche scientifique, médicale, me permet d'enrichir ma pratique, nos échanges, parce que c'est un très très bon ami à moi. Donc, ça complète et ça accompagne tout ça. Et j'ai besoin d'être entourée de personnes comme ça. Il est aussi dans la région parisienne ? Non, il est au Portugal. Alors, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Et puisque Portugal, alors tu emmènes régulièrement, je ne sais pas combien de fois par an, des groupes en Algarve, donc le sud du Portugal. Pourquoi sud du Portugal ? Alors, tu m'as raconté, donc ça serait très long aussi parce que l'archéologue pourrait nous raconter toute l'histoire. Qu'est-ce que tu entends par voyage initiatique ? Qu'est-ce que tu proposes finalement aux internautes ? Alors, à partir de cet outil dont je parlais tout à l'heure, le P-System, au sud du Portugal, en Algarve,
j'ai déployé un voyage qui permet à la fois de visiter, de vivre un voyage touristique. Donc là, je fais le pont avec la professionnelle du tourisme, quelque part, qui a été un de mes parcours, pour emmener les personnes à vivre concrètement le déploiement à partir d'une problématique qu'ils peuvent avoir dans leur vie, un questionnement, le déploiement du héros qu'ils sont ou qu'ils vont découvrir qu'ils peuvent être dans leur vie, tout ça en marchant, en visitant, mais en passant par des étapes très précises qui vont déployer le P-Système, qui est mon outil que j'ai reçu et que j'ai développé. Et en passant ces étapes très précises, vont leur faciliter et vont leur permettre de réellement transformer les choses. Alors là, si on le comprend par le biais de la neuroscience, c'est-à-dire qu'au lieu d'être enfermé dans une salle pour avoir des apports, les apports, j'en fais, mais les 3/4 du temps, on est dehors. On n'est pas enfermé dans une salle. Et pourquoi on participe, et ça participe du changement, c'est parce qu'on fait marcher le cervelet, c'est-à-dire le cerveau qui est en mouvement, et on intègre beaucoup plus les choses en marchant. Et en même temps, ça déclenche, parce que les étapes vont permettre de vivre plein de synchronicités qui vont se mettre en place, puisque tout va s'ajuster, et ils vont pouvoir, ils vivent, parce qu'on abordait tous les deux tout à l'heure, ce fameux kairos, ce temps des synchronicités, des opportunités qui vont se mettre en place pour leur montrer que oui, ils sont sur le bon chemin, oui, il y a ça et ça qui s'ouvre. C'est assez étonnant, mais effectivement, en respectant ces différentes étapes, en allant voir des lieux précis qui, par le jeu de la symbolique, va réveiller en arrière-plan les choses, ça ouvre des portes. On retrouve l'initiation. Voilà, et c'est pour ça que ça s'appelle le voyage du héros. Voilà. Combien de jours ? Une semaine. 7 jours donc. 7 jours, du samedi au samedi. D'accord. En même temps, je tiens à préciser que le Portugal, parce que pour toi, ça a été aussi ce voyage-là de recherche archéologique, indirect ou direct, oui. Avec ta propre histoire, que ça s'est ouvert là-bas. C'est pas parce que tiens, il fait beau au soleil, non. Oui. J'ai été emmenée là-bas. Voilà. Et quand tu parles de P-Système que tu as entre guillemets reçu, alors c'est une partie qu'on n'a pas forcément abordée durant cette émission, si ce n'est un petit peu à un moment donné sur avec les pneumonies, de ce qui s'est ouvert et de cette reconnexion à la transcendance. Mais ayant parlé pour le coup avec Brigitte pendant quelques bonnes heures avant cette émission, voilà, c'est plus que présent chez elle. Alors peut-être pour clore cette émission, aujourd'hui, ton lien avec l'invisible, il est de quel ordre ? C'est comme le reste, je dirais, j'ai du mal à le qualifier. Parce que je ne peux pas me dire médium, je ne peux pas me dire ça arrive quand ça arrive. Je peux très bien être en contact avec des personnes de l'autre côté quand j'accompagne, et tout d'un coup il y a un truc et je vais dire mais ça vous parle, comment vous savez, etc. Je ne sais pas, là j'ai un truc, mais j'ai l'impression que c'est une grand-mère, et la personne s'effondre en pleurs. Enfin, voilà, donc ça. Mais je peux pas, moi je me qualifie pas de médium. Ça arrive comme ça arrive dans le déploiement de l'accompagnante qui saisit ce qui est là, ok. Et puis en même temps, c'est une évidence pour moi aujourd'hui. C'est complètement évident que on n'est pas seul, que alors ça rejoint aussi toute cette dynamique. On n'est pas séparés, et que c'est par la séparation ou la croyance qu'on est séparé que notre ego se nourrit, et que quand on reconnecte avec ce nouveau point de vue, je dirais que non, et en fin de compte, si on n'était pas séparés, ça ouvre tellement de champs de résolution de plein de choses. Donc c'est une évidence pour moi que, alors, le pragmatique, le concret, mais tout ça c'est relié à un ensemble beaucoup plus vaste, et que quand on décide de s'ouvrir à ça avec le cœur, et qu'on décide
lâcher prise. Alors ça c'est un vaste mot, parce que comment je fais, etc. La concrète que je suis, c'est comment je fais. Ça a été une grande question. Bon, ok, il faut travailler sur l'ego, mais c'est quoi son ego? Et lâcher prise, c'est comment je fais. Mais voilà, avec cette ouverture qu'on peut avoir, oui, pour moi, c'est complètement, ça fait partie de mon quotidien, quoi. Ça fait partie complètement de mon quotidien. Alors, moi, je le confirme, 200%. Internautes Morio avec nous aujourd'hui. Brigitte, on rappellera donc ton site internet, même si pour l'instant, j'allais dire, les internautes peuvent y avoir accès, mais il y a deux fois rien, quoi. Non, il n'y a rien du tout. P-System, P, le chiffre 6, thème, themes.com. Ton numéro de téléphone ainsi que ton email se retrouvent sur l'article d'Immédiat consacré à cette émission. Si vous nous retrouvez sur YouTube, encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo, le descriptif, vous avez le lien et vous obtenez toutes les informations. Donc la contacter, on pourrait se dire aussi, tu fais des séances par Skype ou oui. En tout cas à distance, oui. Et c'est pas un problème dans le suivi? Non. Mais en même temps, je préfère le contact, c'est sûr, parce que il y a des choses qui se vivent justement par rapport à l'invisible. Le Skype, c'est vraiment pour du coaching. Si j'accompagne quelqu'un qui est dans l'entreprise, qui veut faire de la promotion ou qui veut évoluer sur des questions professionnelles, etc., c'est tout à fait adapté. Quand on rentre sur l'aspect où on rentre dans l'histoire intime, en lien avec les mémoires, avec les souffrances, les blessures qui ont pu être vécues chez les grands-parents, les arrières, etc., etc. Non, je préfère que ce soit en direct à ce moment-là. Et ton cabinet se trouve à Courbevoie. Voilà. Brigitte Morio avec nous. Brigitte, un grand merci. Merci à toi. Déjà pour notre rencontre. Oui. Merci à toi aussi. Donc c'était super d'avoir une sœur ici. C'est génial d'avoir fait ta connaissance. Je suis ravi. Je te souhaite tout à fait réciproque. Je te souhaite bon vent, plein de bonnes choses pour toi, pour la suite des événements. J'espère pour ceux et celles d'entre vous qui auront justement écouté cette émission jusqu'au bout, d'avoir senti ce qui vibre au travers des mots de ce qui a été échangé. Donc écoutez-vous, puisque vous me demandez de temps en temps, oui, qui vous me conseillez, c'est pas à moi à vous dire, justement, écoutez votre cœur, lui il sait déjà, mettez votre tête de côté. Voilà, on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel espace thérapeute. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ah, j'oubliais. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube et sur Immédiat, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Et si vous appréciez notre travail, que vous appréciez ce que cela peut vous apporter de toutes ces émissions, une petite participation financière, une petite ou une grande, selon vos bourses, vos moyens, vos capacités, eh bien écoutez, on prend avec plaisir. Portez-vous bien, au mois prochain, à bientôt.